Donc on est maintenant disponible pour répondre aux questions qui seraient un peu plus précises. Il y en a un certain nombre déjà qui sont, je crois, répertoriés. On va essayer d'y répondre à partir de maintenant. Alors, que prévoit la loi dans le cadre d'un déblocage anticipé et sans frais de l'épargne salariale pour quelqu'un qui est au chômage depuis bientôt une année? Donc, écoutez, moi dans ce cas de figure, je vois deux possibilités. La première dont on a déjà parlé, c'est la possibilité de débloquer l'épargne pour cessation du contrat de travail. Donc tous les avoirs comptabilisés sur le PE avant la cessation du contrat de travail du chômeur. Et la deuxième, alors après ça dépend du cas de figure de la personne, mais il existe un deuxième cas de déblocage qui s'appelle pour motif fin de droit de l'allocation à l'assurance chômage. Donc dans ce cas de figure-là, il faut être en fin de droit de l'assurance chômage et puis il faut avoir aussi été salarié puisque ne peuvent bénéficier de l'assurance chômage que des anciens salariés. Donc tout ce qui est toutes les personnes qui ont eu des statuts de commerçants ou d'artisans non salariés ne rentreront pas dans ce cas de déblocage. Donc ça, c'est les deux cas de déblocage qui peuvent exister dans ce cas de figure. Après, pour ce qui concerne la deuxième partie de la question, sans frais, les déblocages anticipés, alors c'est pas nécessairement sans frais, puisque le législateur ne prévoit pas d'obligation que le déblocage soit une prestation sans frais pour l'épargnant. Toutefois, on constate quand même que la pratique de place veut que quand c'est un déblocage qui est fait par l'épargnant sur son espace personnalisé et que celui-ci demande le paiement par virement, peu d'établissements facturent l'opération. Après, c'est vrai que quand le déblocage est fait par courrier papier et que l'épargnant demande le paiement par chèque, souvent la prestation est quand même facturée par l'établissement financier. Voilà, deuxième question. Lorsqu'un licenciement se poursuit par un congé de reclassement, quelle date de fin de contrat est retenue? Alors en fait, le législateur considère que la fin du contrat de travail, lorsque le licenciement se poursuit par un congé de reclassement, c'est la fin du congé de reclassement. Donc en matière d'épargne salariale, le motif déblocage anticipé pour cessation du contrat de travail, la date qui est retenue, c'est la fin du contrat de travail. Donc dans ce cas d'espèce, ça sera la fin du congé de reclassement qui sera retenu. Et donc tous les avoirs comptabilisés avant la fin de ce congé de reclassement pourront faire l'objet d'un déblocage. Alors, l'épargne salariale et l'invalidité. C'est une question très large. Donc, en effet, l'invalidité, c'est un motif de déblocage de l'épargne salariale d'un grand nombre de dispositifs, parce que vous pouvez débloquer le PE et le PERCO. Vous pouvez débloquer totalement ou de manière partielle. Vous pouvez débloquer pour votre propre invalidité ou pour l'invalidité de vos enfants, de votre conjoint de Pacs, de votre mari. Donc, c'est très large. Et puis, après, il faut quand même démontrer une forme d'invalidité. Donc, c'est les invalides de deuxième et de troisième catégorie qui sont visés par ce cas de déblocage. Quels sont les différents frais liés à l'épargne salariale? Alors, ils sont nombreux et variés en fonction des établissements. Alors, celui le plus récurrent qu'on rencontre le plus souvent, c'est les frais de tenue de compte. Donc, les frais de tenue de compte, ils sont obligatoirement pris en charge par l'employeur lorsqu'on est salarié de la structure. Quand vous partez, donc ça, on vous informe par ce qu'on appelle le livret d'épargne salariale, vous prenez à votre charge ces frais. Et ces frais, vous les voyez pas toujours, parce qu'en fait, on les prend sur votre épargne. Ce qu'on appelle de l'écrêtement, c'est un terme un peu barbare, mais progressivement, on vient manger des parts de votre épargne. Donc, c'est important de savoir qu'ils sont à votre charge. Et, je l'ai déjà dit, mais c'est une trentaine d'euros par an. Ça diminue la performance de votre épargne. Après, à ces frais s'ajoutent les frais ce que j'appelle les supports, des fonds communs de placement entreprise. Donc, ça va être les frais d'entrée, les frais de gestion qui peuvent être pris en charge par votre employeur, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis, après, vous avez ce qu'on appelle les frais d'arbitrage. Donc ça, il y a aussi des employeurs qui proposent à leurs salariés qui, une fois par an, ont droit à un arbitrage où tous les arbitrages sont pris en charge. Mais bon, ça, c'est des frais gratuits. Voilà, gratuit. Et puis les frais de transfert aussi, c'est très important. Quand vous décidez de transférer un dispositif vers un autre dispositif, vous pouvez avoir des frais d'une 40-45 euros. Donc ça, c'est important aussi de les avoir en tête. Et puis nous, on a constaté à la médiation des nouveaux frais aussi qui sont des frais de conservation et d'archivage. Donc moi, je vous invite quand même vraiment à aller consulter la grille tarifaire avant de faire une opération pour ne pas vous retrouver après l'opération avec des coûts que vous n'auriez pas identifiés.
Ce qu'on peut peut-être, pour compléter, rajouter, c'est que les frais en matière d'épargne salariale, il y a effectivement les frais tenus de compte, mais c'est surtout les frais qui sont prélevés annuellement sur l'épargne, c'est-à-dire les frais qu'on appelle les frais courants, les frais de gestion et de fonctionnement des fonds eux-mêmes. Des supports. On sait que même s'ils sont inférieurs en matière d'épargne salariale que pour les fonds ouverts au public au guichet d'une banque ou sur Internet, ils peuvent quand même se monter à 2% par an, par exemple pour un fonds d'action. Donc 2% de l'épargne prélevée chaque année, ça peut à la longue quand même peser. Donc ça, sur la performance d'où l'importance quand même de bien se renseigner sur le montant de ces frais. Ça peut être un critère de choix entre deux fonds. Et ça, ces frais, comme l'a dit Olivier, les frais des supports, vous le retrouverez dans le DICI. Donc vous avez deux types de frais, les frais du teneur de compte et les frais des supports dans lesquels vous investissez. Donc il faut être vigilant sur les frais. Alors, une fois à la retraite, peut-on encore effectuer des versements volontaires et sous quelles conditions? Alors, on l'a déjà dit, oui. La réponse est oui. On peut encore effectuer des versements volontaires une fois à la retraite si on a conservé son... On parle d'un PERCO sans doute, ou peut-être même d'un plan d'épargne en entreprise. Si on a conservé son plan, on peut continuer à faire des versements, excusez-moi, mais on peut aussi faire des retraits partiels par la suite. Il n'y a pas de conditions particulières à ma connaissance. Simplement, comme je l'ai dit, l'employeur, il n'y a plus d'employeur, donc il n'y a plus d'abondement. On sait quand même que parfois, dans certaines limites, mais parfois l'abondement permet de doubler l'investissement. Donc c'est plus le cas quand on a quitté son employeur et qu'on est à la retraite. Voilà, je pense que c'est la réponse complète. Alors, à l'approche de la retraite, comment se préserver d'une perte possible d'argent? Alors, là, c'est effectivement une bonne question. C'est vrai que lorsqu'on approche du moment où on va retirer son argent, devoir retirer et bénéficier de son capital, donc à l'approche de sa retraite, on se dit qu'on peut donc récupérer le capital acquis sur le PERCO. S'il reste 1 an ou 2 ans, c'est peut-être plus le moment de rester investi sur des marchés très fluctuants, donc sur des marchés d'actions. S'il s'agit d'un fonds notamment qui est concentré sur un marché, il est quand même relativement risqué si on n'a pas diversifié sur d'autres marchés. Donc, quand on est investi sur un fonds diversifié dynamique en action ou sur un fonds même purement en action, c'est plutôt considéré comme une bonne idée, si on ne veut plus prendre de risques, d'arbitrer vers les fonds monétaires ou vers un fonds prudent. Dans ce cas, on perdra peut-être la performance qui va se prolonger de ces fonds, mais au moins on n'aura pas pris le risque de voir son épargne baisser de 10 ou 20%, ça peut arriver, on le sait, très rapidement sur les marchés, en 1 ou 2 années. Donc c'est vrai que quand il manque 20%, si on retire son argent juste après une baisse importante d'un marché, on peut être relativement amer. Donc pour se préserver de ce risque, le mieux c'est d'arbitrer vers un fonds prudent. Alors d'autres questions nous arrivent. Comment faire les arbitrages entre les différents... Voici les questions. Les différents produits du PEG ou du PEE et du PERCO. Où se renseigner? Alors, on vient d'en parler. Comment faire un arbitrage? Le plus simple, quand on dispose d'une connexion Internet, c'est encore une fois d'accéder à l'espace personnel qui est mis à disposition par l'intermédiaire qu'on appelle le teneur de compte. Ce n'est pas votre employeur, c'est l'établissement financier qui tient votre compte et qui vous met donc à disposition cet espace. Il vous donnera la possibilité non seulement d'accéder à l'information, mais de procéder à ces arbitrages entre les différents produits, c'est-à-dire les différents fonds au sein d'un plan ou d'un PERCO, mais aussi du plan, on l'a dit aussi, du plan vers le PERCO. Alors, quand on va du plan vers le PERCO, on ne peut pas revenir en sens inverse. Oui, c'est un transfert, il faut être vraiment vigilant sur ce type d'opération. On est souvent saisi par nous des épargnants qui pensent sans faire un arbitrage, font un transfert, et finalement la somme transférée se trouve bloquée jusqu'à l'âge de la retraite, voire jusqu'à un déblocage anticipé. Mais bon, c'est vrai que
ça peut être un peu pénible. Donc là, le plus important, c'est évidemment de ne pas se précipiter. Parfois, sur Internet, c'est tellement facile qu'on valide facilement une opération qu'on peut regretter 30 secondes plus tard. Donc, bien se renseigner dans l'espace personnel, bien regarder quelles sont les caractéristiques du fonds vers lequel on voudrait faire cet arbitrage. Donc, on réduit la part investie d'un côté, comme de la même manière qu'on fait un virement entre deux comptes dans un espace personnel au sein d'une banque. Si on veut faire un virement d'un livret vers son compte chèque, on débite un compte pour créditer l'autre. Ici, c'est la même chose. On vend un certain nombre de parts du fonds pour en acheter un certain nombre avec l'argent rendu disponible, une part pour acheter un certain nombre de parts de l'autre fonds vers lequel on veut aller. Donc tout ça se passe facilement sur Internet, mais on peut aussi, en règle générale, le faire par courrier. Ah oui, on peut aussi, mais après, il y a les aléas de la poste, donc ça va être peut-être un peu moins réactif. Et puis, ça peut être encore plus simple, même si c'est peut-être moins rapide, on peut téléphoner. Oui, je pense, oui, selon les teneurs de compte. Ouais. Selon les teneurs de compte. On va dire qu'il est... Là, on avait une question assez intéressante. Alors, je ne sais pas... mon employeur de plus de 5000 salariés ne verse pas de participation, uniquement un intéressement. Pourquoi ce choix? Alors, il y a deux choses à prendre en ligne de compte. En effet, dans une entreprise de plus de 50 salariés, il y a du secteur privé, j'entends bien évidemment, l'employeur est obligé de mettre en place un dispositif de participation. Après, la participation, c'est relatif aux bénéfices. Donc après, nécessairement, si l'entreprise ne fait pas de bénéfices, l'employeur ne va pas reverser de participation. Et c'est fonction des accords collectifs, en fonction de ce qui a été défini entre l'employeur et les représentants du personnel. Donc après, ce n'est pas parce qu'il y a un accord de participation que l'employeur est tenu de verser une participation. Il y a d'autres éléments à prendre en ligne de compte. Après, l'intéressement, comme je l'ai dit précédemment, c'est d'autres critères. C'est la performance. C'est en fonction des critères qui sont prédéfinis aussi dans l'accord collectif. Donc on peut imaginer qu'il y ait des cas de figure dans lesquels il y a un intéressement qui soit versé et pas de participation. Donc après, ça, c'est dans ce cas de figure, je pense qu'il faut se rapprocher de ses ressources humaines ou de ses représentants du personnel pour avoir accès aux accords collectifs, pour savoir exactement ce qui justifie l'existence d'une prime d'intéressement ou l'existence d'une prime, l'absence de prime de participation. Alors une autre question sur la situation du retraité, du jeune retraité, qui pose la question, faut-il ou non laisser son épargne sur son PE ou son PERCO? Alors, on est libre, on l'a déjà dit. Moi, j'imagine, je ne suis pas encore tout à fait à la retraite, mais le jour où je vais pouvoir disposer du capital auquel j'ai accès, auquel mon PERCO a abouti, je peux vouloir en disposer tout de suite pour acquérir, par exemple, un logement, pourquoi pas, ou pour le transformer en rente, pour avoir des revenus supplémentaires. Bon, mais rien ne m'oblige à effectivement débloquer cette épargne, à vouloir la récupérer. Je peux très bien, comme je l'ai dit, laisser cette épargne sur le PE ou sur le PERCO. Pourquoi le faire? Parce que peut-être le PE ou le PERCO dont on bénéficie et les fonds qui sont accessibles au sein de ces plans sont performants. Donc c'est peut-être le meilleur placement dont vous bénéficiez. Peut-être qu'il est meilleur que, dans le cadre de cette épargne salariale, que celui que vous pourriez faire auprès de votre banque dans un PEA ou sur un compte titre. Il est même, comme on l'a dit, avantageux fiscalement. N'oublions pas que les sommes récupérées, les plus-values, les gains réalisés au sein de l'épargne salariale ne sont soumis qu'aux prélèvements sociaux à la sortie. C'est un avantage important, même si la fiscalité sur les placements a un peu baissé dernièrement. L'épargne salariale, ça reste un placement intéressant. Donc ça peut être fiscalement, je veux dire. Puis aussi, donc, parce qu'il peut y avoir des performances tout à fait satisfaisantes. On l'a dit aussi, peut-être qu'il faut le rappeler, les fonds d'épargne salariale bénéficient souvent de frais inférieurs à ceux qui sont ouverts au public à l'extérieur, si je puis dire. Donc il peut y avoir plusieurs raisons pour ne pas débloquer son épargne et la conserver dans son plan, même une fois la retraite atteinte. Alors, j'ai une autre question aussi. Ouais. Le délai après la retraite pour débloquer son PERCO. Mais il n'y a pas de délai.
vous pouvez débloquer votre PERCO dès que vous êtes à la retraite. Après, il faut quand même fournir les justificatifs. Donc, il faut avoir un justificatif de votre départ à la retraite. Mais au-delà de ça, vous n'êtes pas contraint par un délai. Dès lors que vous êtes à la retraite, vous avez la possibilité de procéder au déblocage de vos avoirs. 70 ans, 75 ans. Voilà. Pourquoi pas. On peut tout imaginer. Alors, une autre question sur les frais, justement. S'il y a changement de société de gestion, y a-t-il des frais supplémentaires? Alors, à ma connaissance, mais tu y répondras aussi, en fin de compte, on remplace les fonds. Donc une autre société de gestion va s'occuper des fonds qui sont proposés par cet employeur dans le cadre de son épargne salariale. Ces fonds, sans doute, prélèveront des frais à un niveau différent. Bon, c'est vrai qu'on le voit bien, s'agissant des fonds, sur le marché des fonds, les frais annuels peuvent aller du simple au double. Donc, effectivement, il est possible, alors je ne parlerai pas de frais supplémentaires, mais il est possible que les frais soient supérieurs comme inférieurs par rapport aux fonds qui étaient disponibles précédemment. Je ne pense pas qu'il y ait des frais supplémentaires dus au fait de changement de société de gestion. Non, pour moi, en fait, il y a deux cas de figure. Il y a ce que tu identifies, à savoir l'employeur décide de changer de société de gestion, donc propose d'autres fonds que ceux qui étaient proposés précédemment, en modifiant les accords. Et puis, il y a le cas de figure où même le fonds qui était investi, lui-même change de société de gestion. Donc voilà. Donc après, en effet, la nouvelle société de gestion peut décider de facturer des droits d'entrée qui n'étaient pas existants précédemment ou des frais de gestion qui n'étaient pas existants, plus importants que précédemment. Bon, après, ça reste des coûts à la marge. Ce n'est pas des coûts supplémentaires en tant que tels. Ça peut l'être, mais pas nécessairement. On peut espérer que l'employeur et les représentants du personnel seront vigilants pour que les nouveaux fonds ne soient pas trop chargés en frais. Je crois qu'on a fait le tour des questions posées. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va prendre le temps tranquillement de conclure. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette webconférence. Pour rappel, vous pourrez retrouver cet enregistrement sur le site de l'AMF dans quelques jours, plus exactement sur la chaîne YouTube de l'AMF. Et vous n'oubliez pas, vous pouvez aussi télécharger la vidéo en cliquant sur la roue en haut, la roue crantée en haut à droite de votre écran. Donc, si vous voulez réécouter, si on a parlé un petit peu trop vite, vous pouvez réécouter tranquillement nos explications. Voilà, donc... on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.